Comment font-ils pour s'échapper de la force gravitationnelle d'une planète ou de la Terre, par exemple, et partir voyager dans l'espace? En fait, il faut obtenir ou il faut atteindre une vitesse minimale qu'on appelle vitesse d'évasion ou vitesse de libération ou bien vitesse d'échappement. Donc, j'ai écrit vitesse d'évasion. Cette vitesse-là nous permet de sortir de la force gravitationnelle de la planète et puis voyager dans l'espace. L'idée qu'une fois on est dans l'espace, donc les vaisseaux spatials ou l'objet en question, qu'il sera en mouvement sans arrêt, parce que tout objet ou tout corps dans l'univers est en mouvement sans arrêt. Donc cet objet ou la fusée ou vaisseau spatial sera aussi en mouvement, sauf dans les conditions qu'il rentre sous la force gravitationnelle de notre planète ou bien d'une étoile. Dans ce cas, il va être attiré vers le centre de cette planète ou de cette étoile. À part dans cette condition, il sera en mouvement sans arrêt pour toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut supposer? Comme si il ne s'arrête jamais et donc il va traverser une distance infinie, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme s'il s'arrête que à l'infini. Donc, la vitesse tend vers zéro, que la distance tend vers infini, n'est-ce pas? Et cette notion-là qu'on va utiliser tout à l'heure pour les calculs. Alors, comment obtenir cette vitesse minimale? Quand on est sur la surface, si vous avez vu en live le lancement d'une fusée, la fusée ne quitte pas la Terre avec cette vitesse parce qu'il est très très difficile d'obtenir cette vitesse sur la surface, surtout parce qu'on a besoin énormément d'énergie. Donc techniquement, ce n'est pas simple. Mais par contre, ce qu'on fait d'habitude, la fusée, elle quitte la Terre, plus elle monte vers le haut, plus elle accélère. Parce qu'il est plus facile à accélérer à l'auteur. Et donc, parce qu'on a besoin moins d'énergie. Et du coup, c'est plus simple. Et donc, quand elle quitte la Terre, plus elle monte, plus elle accélère. Et elle obtient d'abord une vitesse minimale de satellisation, on appelle, ou bien vitesse orbitale. Avec cette vitesse, elle peut tourner autour de la Terre, comme un satellite. Et donc, cette vitesse, c'est égal à peu près 7,8 km par seconde. Donc, c'est énorme, mais ce n'est pas vitesse d'évasion. Donc, une fois elle tourne comme un satellite, là, elle peut encore accélérer parce que c'est plus facile dans l'orbite pour accélérer. Et elle obtient la vitesse d'évasion, du coup, elle peut sortir de la gravité de la Terre et partir. Alors, là, dans cette vidéo, du coup, on va apprendre comment trouver cette vitesse. Alors, on va apprendre rien de nouveau. On va juste rassembler tout ce qu'on sait et on va trouver cette formule. Alors, cette vidéo est ici choisie comme une application. Qu'est-ce qu'on applique pour calculer cette vitesse? Les lois de mouvement que vous savez déjà et équations différentielles que vous savez déjà aussi. Donc, cette vidéo est une application de équations différentielles. Je sais que vous êtes très curieux à savoir d'où on peut appliquer des choses qu'on apprend en maths et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Alors, la première, la loi universelle de la gravitation. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La force entre deux corps célestes est donnée par cette formule. F égale G fois MA fois M2 divisé par R au carré. Où G, qu'est-ce que c'est? C'est la constante universelle de la gravitation donnée par cette valeur. Donc, c'est unité SI. MA, M2, ce sont des masses de deux corps en question. Et R, c'est la distance entre leurs centres. Alors, supposons que MA, c'est M, la masse de la Terre. Dans la gravité, on veut s'échapper de l'eau, donc on met comme grand M. Et l'autre masse, le corps ou bien la fusée, on met petit m.
parce que sa masse, elle est beaucoup moins importante par rapport à la masse de la Terre. Alors, supposons l'objet en question, il est à distance x depuis la surface de la Terre. Du coup, quelle est la distance entre le centre de la Terre et l'objet? C'est r plus x, n'est-ce pas? On suppose r, c'est les rayons de la Terre. Et donc, r plus x. Du coup, cette formule, je peux remplacer par cette forme. Alors, ici, rien de contradiction. Si x est 0, c'est-à-dire l'objet est sur la surface, du coup, la distance entre les deux, c'est la r, du coup, on va retrouver la même formule qu'au départ. Donc, aucune faute pour l'instant. Ok. Alors, ça, c'est première. Maintenant, une chose. La Terre, elle est massive par rapport à la fusée. Du coup, la force sera vers quelle direction? Vers la Terre. Et du coup, regardez, par rapport à cette distance, la distance x est mesurée depuis la surface, non? Donc, cette direction, vers le haut. Mais la force, elle est vers le bas. Du coup, le signe est opposé. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le signe négatif. Ok. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de mouvement. Qu'est-ce que c'est? La force exercée sur un corps est égale à F égale ma, où m est la masse du corps en question et a c'est l'accélération, que vous savez déjà. Troisième point qui est important, c'est que quand on est dans la force gravitationnelle d'une planète ou d'une étoile, on ressent notre poids. Qu'est-ce que c'est ce poids? C'est la force par laquelle on est attiré vers le centre de cette planète. Donc, dans la Terre, on a un poids. Et c'est égal à quoi? F égale moins mg, où m c'est le masse du corps, et petit g c'est la pesanteur. Alors, signe moins, c'est la même raison que la force, elle est vers le centre de la Terre. On est attiré vers le centre. Et c'est pour ça on va mettre un signe négatif. Ok, regardez, toutes ces trois forces-là, c'est la même force, d'accord? C'est la même force, c'est juste, selon les contextes, on l'exprime différemment. Comme elles sont égales, du coup, on va mettre égalité entre 1 et 3. Qu'est-ce qu'elles nous donnent maintenant? Donc, si je pose 1 égale 3, du coup, j'aurai moins mg égale moins g mm sur r plus x au carré. Alors, j'efface cette valeur. Ok. Alors, du coup, ça nous indique quoi? G égale, donc je peux annuler signe moins, mm, et ça nous donne gm sur r plus x au carré. Là, qu'est-ce qu'on apprend en fait? G, sur la Terre, G est toujours constante partout dans l'univers. Sur la Terre, m et r sont constantes. Mais regardez, G dépend de x. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Regardez, x, si x est plus en plus grand, G sera plus en plus petit, n'est-ce pas? En fait, c'est pour ça qu'on est à l'auteur, on est dans l'air, on ressent moins lourd, comme si notre poids est moins important. C'est pour ça aussi dans l'espace, les astronautes, ils disent qu'ils sont poids zéro, parce qu'il n'a pas de poids en fait. Et donc, x va plus grand, 0 sera plus petit. Sur la surface, du coup, x est 0. Et donc, qu'est-ce que c'est g sur la surface? Ça va être plus grand en fait par rapport à l'auteur. Donc, si je pose x égale 0, je peux calculer petit g égale gm sur r au carré. Et donc, j'ai note gs parce que c'est sur surface. Et ça, vous savez, maintenant, regardez, g, on connaît. M et R, j'ai mis ici masse de la Terre et rayon de la Terre. Du coup, j'ai pu calculer le pesanteur de la Terre sur la surface. Avec cette formule-là, on peut calculer le pesanteur de n'importe quelle planète ou étoile si on connaît sa masse et rayon. Et donc, pour la Terre, c'est à peu près 9,81 mètres par seconde carré. Là, on va utiliser ça. Donc, j'ai écrit ici G pour dire que G sur la surface, donc on ne précise pas, c'est à peu près 9,8 mètres par seconde. Ok.
Alors, on va utiliser aussi ça. Donc, je mets ici. G égale Gm sur R plus X au carré. Très bien. Maintenant, regardez. J'efface ça. Regardez la loi première et deuxième. Du coup, on peut avoir aussi égalité entre ces deux, non? Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, ça égale ça. Donc, ça nous donne que MA égale moins G MM sur R plus X au carré. Ok. Alors, maintenant, je peux annuler M de côté. Donc, A égale moins GM sur R plus X au carré. Ok, très bien. Maintenant, A, qu'est-ce que c'est? C'est l'accélération. C'est-à-dire quoi? C'est le changement de vitesse par unité de temps. Et donc, je peux écrire A égale dv dt. Vous voyez, en fait, on a introduit la dérivée, la notion de dérivée. Donc, on va construire une équation différentielle. Ok. Donc, V, qu'est-ce qu'on suppose ici? V est une fonction de t, non? Ok, maintenant, regardez. Du coup, je peux remplacer déjà. Donc, dv dt égale ça. Mais, un petit bémol ici, qu'à droite, nous avons une fonction de x. Mais à gauche, nous avons une fonction de t. Du coup, on va transformer à gauche aussi en fonction de x. Comment faire? Regardez, est-ce que je peux mettre dv dt égale dv dx fois dx dt. Comme c'est dx dx, ça s'annule et je trouve dv dt, n'est-ce pas? Voilà. Mais on ne fait pas ça au hasard. Il y a une logique. Alors, regardez, v est une fonction de t. Mais je peux dire aussi que x est une fonction de t parce que je sais que v égale dx dt parce que la vitesse, c'est la distance traversée par unité de temps. Donc, on suppose aussi x est une fonction de t. C'est-à-dire que vous me donnez le temps t, je peux calculer la distance traversée pendant ce temps t. On peut aussi renverser les rôles. C'est-à-dire que vous me donnez une distance x, je peux calculer le temps que j'ai besoin pour traverser cette distance. Donc, je peux supposer aussi, en fait, t est une fonction de x. Ça, c'est la notation. Et v, par cette supposition, on sait que v est une fonction de t. Ça, c'est la notation entre parenthèses. Donc, regardez, je trouve, comme t est une fonction de x, donc qu'est-ce que je peux mettre? V de t de x. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? V, on a exprimé en composé de deux fonctions, n'est-ce pas? T et x, vous comprenez? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la dérivée d'une composée. Ça, vous savez aussi. Alors, comment faire? Regardez. Du coup, je vais vous calculer, en fait, dérivée de dv par rapport à x. Par la formule de la composée, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ça serait quoi d'abord? Dv dt. Je dérive v par rapport à t d'abord, fois, ensuite je dérive t par rapport à x. Et voilà, on l'a exprimé. Maintenant, comment faire? Regardez, maintenant, oh non, ça serait dx. Évidemment, ça serait le contraire. Ok. Maintenant, comment on va faire? On va mettre ça, cette expression à gauche. Du coup, dv dx fois. Donc, si je mets à gauche, ça serait renversé, non? Donc, j'aurai dx dt égale dv dt. Et dx dt, c'est quoi? C'est v, c'est la vitesse. Du coup, je peux mettre, en fait, dv dt égale v, ça c'est v, fois cette expression, non? Donc, dv dx. Et voilà, et c'est ça qu'on va utiliser, on va remplacer ici. Ok, donc, je remplace ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait calculé?
v fois dv dx. Alors là, je peux supprimer ça. Ok. Alors, regardez maintenant. À gauche, nous avons v et x. À droite, nous avons x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dx à droite. Donc, dv, v fois dv, moins égale moins gm, sur fois dx sur, voilà. Ça, c'est une méthode qu'on appelle variable séparable. Comme si, ici, il y avait mélange de variables. Là, on a séparé. Vous voyez, v, on a mis tous les v à gauche et tous les x à droite. Là, c'est variable séparable. Du coup, on peut appliquer l'intégrale pour trouver une solution. Alors, maintenant, on peut faire intégrale. Du coup, à gauche sera v dv égale gm, c'est constant. Donc, j'ai mis gm en extérieur. Et l'intégrale de dx sur r plus x au carré. Alors, regardez maintenant. Au début de vidéo, si vous vous souvenez, on avait cette idée qu'une fois on est dans l'espace, on ne s'arrête jamais et la vitesse tend vers 0 quand la distance tend vers plus infini. C'est-à-dire quoi? Que on peut dire que quand la distance tend vers plus infini, donc d'abord, la distance c'est 0. On commence par la Terre, de la surface. Distance tend vers plus infini. Du coup, les bornes, je dois chercher. Donc, les bornes, le supérieur sera ici plus infini, parce que la distance maximum c'est plus infini. Et comme vitesse tend vers 0, du coup, c'est 0. Et la distance inférieur, c'est quoi? Au début, c'est 0. On est sur la surface. Et au début, qu'est-ce qu'on cherche? Vitesse initiale, minimale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme vitesse au début? Du coup, je vais mettre V0, comme si c'est ça que je cherche, en fait. Donc, au début, quelle vitesse j'ai besoin pour aller jusqu'au plus infini que vitesse tend vers 0? C'est ça la question. Alors, maintenant, je regarde. Du coup, je peux faire l'intégrale. Alors, on avait déjà fait dans les cours que quand on a une intégrale définie, on n'a pas besoin de mettre une constante d'intégration. Parce que quand on applique les bornes, en fait, après les constantes, ça s'annule. Du coup, ça n'a pas d'importance. Donc, on n'a pas besoin de mettre. Alors, l'intégrale de ça vous savez déjà, c'est quoi? V au carré sur 2 et calculer entre 0 et V0. Égal moins Gm. Alors, maintenant, comment calculer ça? Alors, je réécris, après on va simplifier. 0 plus infini, dx sur r plus x au carré. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable. Tout simple. Tout ce qu'on applique les méthodes, en fait, vous avez déjà fait, je suis sûr, sur plein d'exercices. Peut-être pas celui-là exactement, mais plein d'autres. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on suppose y égale r plus x, une nouvelle variable. D'accord? Pour simplifier. Ok, au début, x égale 0, ça implique quoi? Y égale r. Et à la fin, quand x tend vers plus infini, ça implique quoi? C'est équivalent à y aussi tend vers plus infini. Et là, si je veux calculer dérivée de y, dy, c'est quoi? Ça, c'est constant, donc il me reste dx. C'est comme ça, on fait changement de variable. Donc là, ici, à la place de 0, je vais mettre y, r, pardon, et à la place de plus infini, ça reste plus infini. Maintenant, r plus x, je vais le remplacer par y. Et dx, on sait, c'est dy. Ok. Regardez maintenant, ça c'est simple. On a presque fini les calculs. Ok. Donc, ça c'est quoi? Si je valide, donc ça serait 0. Donc, je mets demi. Entre parenthèses, c'est 0 au carré. Donc, 0. Moins V0 au carré. Égale moins Gm, il nous reste toujours.
cette intégrale, qu'est-ce que c'est? dy sur y au carré, c'est quoi? Moins 1 sur y. Donc c'est moins 1 sur y. Calculé entre les bornes, r plus infini. Ok, on continue. Du coup, c'est moins et moins, ça serait plus, donc je peux enlever. Donc gm. Et là, je vais valider maintenant entre les bornes. Donc, première, c'est quoi? Plus infini. Donc, 1 sur plus infini. Moins, c'est r, donc 1 sur r. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Une dernière simplification. Alors, du coup, on trouve ici. Donc, d'abord ici, moins v0 carré sur 2, parce que c'est 0. Là, 1 sur plus infini, c'est 0. Donc, je trouve quoi? Moins gm sur r. Et donc, encore le signe négatif, ça va s'annuler. Du coup, v0 au carré égale 2gm sur r. Et ça implique v0 égale 2gm sur r, sa racine carrée. Regardez maintenant, si g c'est toujours constante universelle, si je connais la masse et rayon de la planète ou étoile, je peux calculer la vitesse d'évasion pour cette étoile ou planète. C'est ça les formules. Alors, une deuxième version de cette formule que je vais appliquer ça. Regardez. Ici, du coup, si je suppose x est 0, c'est-à-dire g sur la surface, j'enlève, non? Donc, j'ai la relation entre gs, si vous voulez, c'est grand Gm sur r au carré. Là, c'est ça que je vais appliquer ici, regardez. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Grand Gm sur r au carré. Donc, si j'applique ça, ça serait 2. Donc, si c'est r au carré, ça veut dire que je peux mettre donc je peux mettre gm sur r au carré fois r, non? Comme ça, je retrouve la même chose. Là, regardez, à la place de gm sur r au carré, je peux mettre g. Donc, 2gr. Ça, c'est v0 au carré. Et donc, v0 égale racine carrée 2gr. Attention, ce g, c'est la pesanteur sur la surface de la planète. Et là, on sait aussi pour Terre. Du coup, en fait, les deux formules sont équivalentes. Donc, c'est les données qu'on a, on peut appliquer l'un ou l'autre pour calculer la vitesse d'évasion. Et si vous remplacez soit ici le g et le rayon, ou bien ici le grand M et rayon, on peut calculer la vitesse d'évasion et on le note souvent par V de E. Donc, c'est à peu près donc V de E, donc vitesse d'évasion. En anglais, on dit escape velocity. Donc, escape, c'est pour E. Donc, la notation, c'est la même. C'est à peu près 11,2 km par seconde. Voilà, ça, c'est la vitesse d'évasion pour la Terre. Alors, on sait aussi quelques informations. Par exemple, vitesse d'évasion sur le Soleil, sur la surface, c'est à peu près 617,5 km par seconde, qui est énorme, beaucoup plus important que la Terre. Et sur Pluton, c'est très peu important, c'est 1,2 km par seconde. Donc c'est comme ça on peut calculer vitesse d'évasion pour n'importe quel corps massif de l'univers, si on a certaines données. Alors maintenant, vous posez la question. Quelle est la vitesse d'évasion pour un trou noir? Alors, ça, c'est plus grand que la vitesse de la lumière. Alors, si on peut obtenir la vitesse de la lumière, on peut tourner autour d'un trou noir dans l'orbite, comme un satellite. Mais on ne peut pas s'échapper de la force gravitationnelle du trou noir. Du coup, on a besoin d'une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Et comme personne ne peut obtenir ça, aucun objet peut obtenir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, du coup, en fait, rien ne peut s'échapper de la force gravitationnelle du trou noir. Et donc, en fait, comme même la lumière, en fait, qui ne peut pas s'échapper.
Du coup, comme la lumière, elle ne peut pas revenir depuis le trou noir, du coup, le trou noir n'est pas visible. On ne peut pas le voir. Et c'est pour ça aussi on dit trou noir. Mais on a quand même d'autres manières, d'autres méthodes pour prouver son existence. C'est pour ça aussi on sait que le trou noir existe dans l'univers. Alors, pour le trou noir, ce qui est intéressant en fait, que n'importe quel objet dans l'univers peut devenir un trou noir, théoriquement. Par exemple, qu'est-ce fait trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est une région dans l'espace-temps. Sa densité est tellement énorme, tellement grand, que sa force gravitationnelle devient très très énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple? Si le soleil, prenons le soleil, si, imaginons, j'avais le moyen, j'avais l'énergie pour compresser le soleil dans telle manière, quand son rayon devient 3 km, imaginez le soleil, il est beaucoup plus grand. Si je peux compresser le soleil pour que son rayon devienne 3 km, le soleil, il va devenir un trou noir. Attention, on préserve la masse. Ça veut dire que la masse du soleil ne change pas. Je préserve la masse et je le compresse pour que son rayon, c'est 3 km. Là, il devient un trou noir. On préserve la masse de la Terre. Si je peux la compresser pour un rayon de 1 cm presque, la Terre deviendra un trou noir. C'est intéressant, hein? Donc, c'est pour ça la formation de trou noir, c'est un phénomène extraordinaire en physique. Ok. Donc, juste pour résumer, pour n'importe quelle masse donnée positive, dans n'importe quel corps avec masse positive, en fait, il existe un nombre réel R, S positif. Cet RS, on dit rayon de Schwarzschild, voyez, rayon de Schwarzschild. Qu'est-ce que ça représente? Que pour n'importe quelle masse M, si j'ai les moyens de compresser cette masse pour que cet objet, elle obtient ces rayons de Schwarzschild, elle va devenir un trou noir. C'est ça qu'il représente. Donc, rayon de Schwarzschild pour la Terre, c'est 1 cm. Pour le Soleil, c'est 3 km. Même les humains, si on a techniquement, c'est possible de nous compresser jusque quand notre taille ait la valeur comme la taille d'un neutrino, comme les particules élémentaires, on peut devenir un trou noir. Et cette taille, j'avais noté, elle est égale à 5. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit quand même. Ça, c'est vraiment trop petit. Moins 10 puissance moins 24. Donc, c'est comme un neutrino. C'est un particule élémentaire. Donc, évidemment, techniquement, on n'a pas cette énergie de nous compresser. Du coup, on ne peut pas faire ça. Mais dans l'univers, il y a des explosions stellaires qui sont vraiment beaucoup plus fortes, qui explosent beaucoup plus d'énergie. Et suite à ces explosions, en fait, les étoiles, qui sont très très grandes, elles peuvent s'effondrer. Et du coup, elles peuvent s'effondrer jusqu'à ce qu'elles deviennent trous noirs. Puis elles obtiennent le rayon de Schwarzschild. Et donc, ces phénomènes, ça existe. Mais bon, c'était juste pour résumer ce trou noir. Du coup, le principe était comment calculer vitesse d'évasion en appliquant l'équation différentielle. Bon, avec ça, je vous dis bon courage pour tous les examens et tout votre projet et à très vite.